improvisé. C'est une mesure qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy, puis supprimée par François Hollande et qui fait son retour avec Emmanuel Macron. Le gouvernement, hier, a annoncé le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires et ce, dès 2018. À quoi va servir cette mesure? Comment réagissent les fonctionnaires? Eh bien, on va en parler avec nos invités et avec nous, Fabrice Delépine, pardon. Bonjour, vous êtes entrepreneur, président d'Aventif. Thierry Fabre, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Challenge, on le rappelle, et Frédéric Delpech de notre service politique est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. D'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que le jour de carence? Les fonctionnaires ne seront plus indemnisés pour leur premier jour d'arrêt maladie. Jeanne Frémin du Sartel. Dès l'année prochaine, les fonctionnaires ne recevront plus leur paie lors de leur premier jour d'absence pour maladie. Pour le gouvernement, l'objectif est avant tout de redresser la barre des comptes publics. Le fait d'avoir supprimé une journée de carence, c'est 170 millions d'euros en moins dans le budget de l'État. Officiellement, ce jour de carence doit aussi permettre de rétablir de l'équité entre le public et le privé. L'absentéisme dans la fonction publique devrait aussi être réduit. Face à ces annonces, les syndicats sont vent debout. Monsieur Macron doit s'attendre à avoir une réponse syndicale unie. Il pourra constater dès le 12 septembre, la CGT n'est pas seule, il y a les salariés avec elle et il y a d'autres organisations syndicales qui ne comptent pas, pendant 5 ans, encaisser reculs sociaux sur reculs sociaux. Mais depuis plusieurs années déjà, ce fameux jour de carence fait débat. Mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2012, il avait été supprimé 2 ans plus tard par François Hollande. Alors, on va prendre les arguments du ministre un à un et on va voir ce que vous en pensez. Alors d'abord, cette mesure, ce retour du jour de carence, permettrait de lutter contre le micro-abstentéisme qui désorganise les services. Fabrice Delépine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? À 100%, absolument, parce que je pense que l'absentéisme dans la fonction publique, nous, dans le secteur privé, c'est quelque chose qui nous fascine. Et quand on voit les chiffres de temps en temps d'absentéisme, c'est absolument effarant. Donc, si on peut lutter contre cet absentéisme, ce sera tant mieux. Thierry Fabre, alors là on voit qu'il y a quand même, on reviendra peut-être sur une mesure qui stigmatise peut-être les fonctionnaires, on reviendra sur vos propos évidemment tout à l'heure. D'abord un premier tour de chauffe, on va dire. C'est sûr que c'est automatique, c'est-à-dire quand on permet d'avoir un arrêt maladie sans aucune conséquence financière, il y a évidemment les comportements humains font qu'une partie profite ou en tout cas se mette plus facilement en arrêt maladie. Ça, c'est les statistiques le montrent. Simplement, il ne faut pas croire que grâce à cette mesure, on va pouvoir supprimer l'absentéisme. On voit bien que l'absentéisme dans les hôpitaux notamment est lié à des conditions de travail assez terribles. Et donc, de fait, quand on a du mal à assurer son service, quand on est proche du burn-out, on se met en arrêt maladie. Donc, c'est pas comme ça qu'on traite l'absentéisme. Mais mécaniquement, il y aura une baisse de l'absentéisme parce que la suppression du jour de carence en 2012, puisqu'en 2012, il avait été supprimé, a engendré une hausse de l'absentéisme. Alors, on va voir les chiffres précisément, mais c'est vrai qu'avec l'instauration du jour de carence, on avait constaté 43% de moins d'arrêt maladie d'un jour dans la fonction territoriale. 43%, c'est énorme, mais concrètement, voilà les chiffres. Alors, en 2011, on est avant la décision de Nicolas Sarkozy, donc ça représentait 58 arrêts pour 100 agents. Nicolas Sarkozy, donc, introduit ce jour de carence, ça tombe à 49. Et puis, François Hollande, lui, en 2014, décide de le supprimer et on passe à 54 agents pour 100 agents. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu un effet immédiat, là, Frédéric Delpech. Oui, il y avait eu un effet immédiat, mais pas non plus spectaculaire. On vient de voir les chiffres. C'est pas un effondrement du nombre d'arrêts maladie. Donc, effectivement, oui, mécaniquement, certainement que, évidemment, si on n'a aucun jour de carence, c'est plus facile de prendre une journée ou 2 journées d'arrêt maladie. Si on a un jour de carence, évidemment, on y réfléchit plus facilement. Ça, c'est très logique. Ça, c'est l'argument logique. Cela étant dit, maintenant, en termes de déclaration politique, on peut s'interroger sur ce signal qui est envoyé par le gouvernement au début d'ailleurs de son installation, qui se cumule avec plusieurs choses, qui se cumule avec le gel de l'indice du point des fonctionnaires pour 2018, avec la confirmation de 120 000 postes de fonctionnaires en moins, et puis donc le rétablissement de ce jour de carence. Alors c'était des engagements de campagne d'Emmanuel Macron, bien évidemment, mais il y a un effet comme ça en début de quinquennat, en début de mandature, qui peut donner un signal politique assez fort. Alors, ça vient plutôt d'ailleurs des ministres de droite, dans ce gouvernement, et ça confirme peut-être une orientation assez libérale et qui, en tout cas, va forcément irriter et les syndicats de fonctionnaires et une partie de la gauche. Thierry Fabre, donc c'est un signal libéral de la part du gouvernement. Effectivement, cette mesure est étiquetée à droite.
Mais de l'autre côté, on peut dire qu'il y a un problème d'équité entre la fonction publique qui n'avait pas de jour de carence et les salariés du privé qui en avaient 3. Comment justifier cet écart? Donc le fait d'en remettre un, c'est aussi une mesure qu'on peut aussi présenter comme plus équitable. Donc est-ce qu'elle peut être étiquetée à gauche? Voilà, mais effectivement, la plupart du temps, elle est étiquetée à droite et libérale. Ce que vous avez dit est très important sur le fond de cette mesure. Elle s'ajoute à des mesures d'économie qui touchent les fonctionnaires. Et clairement, on vit une période de rigueur budgétaire. On va avoir les détails dans quelques jours ou quelques semaines. Mais effectivement, Édouard Philippe l'a dit clairement, les dépenses de personnel de fonctionnaires, c'est un quart des dépenses de l'État. Donc c'est autour de 280 milliards d'euros. Et il a dénoncé l'inflation salariale. Il faut bien savoir que François Hollande, avant de partir, avait augmenté 2 fois le point d'indice, avait pris des mesures de revalorisation de grille salariale. Et tout ça a provoqué une hausse des rémunérations de près de 4% par an. 4% par an, c'est pas tenable pour un gouvernement qui veut revenir dans les clous de Maastricht et donc il veut une stabilité des dépenses. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il faut peut-être s'attaquer à la fonction publique, c'est un peu ce qu'on comprend. On va y revenir dans un instant. Est-ce que les fonctionnaires sont les premières victimes de ce début de quinquennat? D'abord, cette mesure, ce que vous disiez là, que c'était une mesure d'équité entre le privé et le public, c'est l'argument aussi avancé par Gérald Darmanin hier. Pas d'accord, répond Benoît Hamon. Il y a des jours de carence dans le privé, mais ils sont compensés financièrement. Et là, en l'occurrence, dans la fonction publique, le jour de carence qui est rétabli n'est pas compensé financièrement. Ça veut dire qu'on fait des économies sur les gens qui partent en maladie. La plupart des grandes entreprises, c'est compensé financièrement. Dans les toutes petites entreprises, chez les artisans, ça n'est sans doute pas. Mais il y a de la compensation financière dans le privé. Il n'y en aura pas dans le public. Soyons simples. Oui, l'État va faire des économies sur les arrêts maladie de ses fonctionnaires. C'est une manière de moins bien indemniser ceux qui sont en arrêt maladie, au motif de lutter contre l'absentéisme. La réalité, c'est qu'on devrait s'interroger sur la souffrance au travail. Fabrice de Lépine, le jour de carence dans le privé, c'est compensé financièrement, comme le dit Benoît Hamon? Non, tout à fait. C'est pas du tout compensé. En tout cas, dans les petites entreprises, les TPE, surtout pas. Alors, il le dit, il fait une différence. Oui, enfin, il le dit doucement. Il dit peut-être, mais c'est pas que dans les TPE et chez les artisans. Dans les PME, nous compensons très, très rarement les jours de carence. Et encore une fois, il faut insister sur le chiffre 3. Sur le chiffre 3, c'est-à-dire que nous, quand on entend que ça va passer à 1 jour chez les fonctionnaires, on se dit, là, on reste encore 2 pour établir l'équité. Donc, il est assez urgent d'aller dans ce sens-là. Mais d'après Jean-Claude Mailly, alors de Force ouvrière, 65 à 70% des salariés du privé n'ont pas du tout de jour de carence. Écoutez, moi, je n'ai pas les chiffres, mais ça me paraît priori, tout à fait surprenant. Je pense que ce serait plus juste d'en parler dans les grandes entreprises. Dans les PME, ce n'est pas du tout le cas. Je représente ici le mouvement éthique et je peux vous dire que la majorité des patrons ne payent pas le jour de carence. C'est une certitude. Ne payent pas les 3 jours de carence. Il n'y a pas de compensation. Non, il n'y a pas de compensation. Donc quand on a la grippe, on vient travailler dans le privé. C'est pour 3 jours, on ne s'arrête pas. Frédéric Delpech? Oui, effectivement, ça, on connaît cette différence entre le public et le privé sur ce fameux jour de carence. En 2012, rappelez-vous le débat que ça avait engendré lorsque Nicolas Sarkozy et son gouvernement avaient proposé cette mesure. C'était d'ailleurs assez révolutionnaire. À cette période, c'était la première fois qu'on touchait ainsi ce petit avantage de la fonction publique, mais c'est vrai qu'il y a une différence de traitement, oui, clairement, entre le public et le privé. Maintenant, encore une fois, on peut aussi avoir d'autres arguments et dire que ces dernières années, dans le privé, les salaires ont peut-être un peu plus augmenté. Pas beaucoup dans les TPE non plus. Pas beaucoup, mais peut-être un peu plus que dans la fonction publique où le gel de l'indice a été quasiment reconduit systématiquement chaque année. Donc, on peut toujours faire des points de comparaison. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on est rentré dans le vif du sujet. Il y a 3-4 jours, lors du discours de politique générale, Édouard Philippe était resté très évasif en disant qu'il fallait faire des économies, comme vous le disiez, effectivement. Et il avait évoqué la masse salariale. Alors, c'était la masse salariale de la fonction publique. C'était extrêmement flou. Et là, on commence à voir décliner maintenant, ministère par ministère, quelles sont les mesures concrètes qui vont permettre d'aller chercher de l'argent dans cette masse salariale. Et effectivement, on voit que, encore une fois, ce sont les ministres de droite à qui on a demandé de faire ces annonces. Alors, c'est sans doute pas complètement anodin que ce soit Gérald Darmanin qui se soit chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle aux fonctionnaires. C'est une répartition des rôles, bien évidemment, mais on est quand même rentré dans une période où les mauvaises nouvelles vont s'accumuler, vont être annoncées comme ça de manière successive et détachée, et elles vont être à chaque fois ciblées, évidemment, sur
Vous parliez des économies. Sur des classes bien particulières. Là, ce sont les fonctionnaires. Alors, c'est vrai que ça tombe au moment de l'été, tout le monde part en vacances, ça a peut-être passé un peu inaperçu, mais il y a quand même ces réactions syndicales et la gauche qui se remobilise. Alors, vous parliez des... Pardon. Sauf erreur de ma part, excusez-moi, M. Darmanin est quand même ministre du budget et je crois qu'aujourd'hui, le budget, c'est une priorité absolue, notre dette, notre budget. Donc, oui, il faut réduire les dépenses. Il y a deux moyens d'arriver à un équilibre. Où on augmente les recettes ou on diminue les dépenses. Augmenter les recettes, je crois qu'on les a assez faites, on ne peut plus augmenter les impôts. Donc il faut diminuer les dépenses, c'est une évidence. Et visiblement, il n'y a pas de petites économies. Alors Thierry Fabre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais alors, Gérald Darmanin estime donc que ce jour de carence dans la fonction publique coûte environ 170 millions d'euros par an. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent les chiffres, puisque d'après un dernier rapport, on parlait à l'époque de 60 millions par an. Oui, c'est pas avec ça qu'on va combler le déficit. Il faut ramener des choses à leur juste proportion. C'est pour ça que c'est un côté symbolique aussi. On parlait d'équité, c'est important. Le message envoyé aussi qu'on rétablit les équilibres privés-publics, parce que c'est une des mesures qui peut faire des économies, 170 millions. Moi, on peut comparer aux mesures de revalorisation qui ont été prises par François Hollande en 2016-2017 et qui coûtent 1,5 milliard. Donc, vous voyez, c'est 10 fois plus. Oui. Donc, ça fait partie de la panoplie de toutes les mesures. On va avoir, quand on aura le plan définitif, on se rendra compte qu'il va y avoir beaucoup de mesures sur les salaires, beaucoup de mesures sur les frais de fonctionnement des ministères, beaucoup de crédits qui vont être gelés. Et donc, c'est un plan d'économie d'ensemble parce que, à partir du moment où Emmanuel Macron dit « je respecte les engagements européens, je veux qu'on soit en dessous des 3% en 2017, 3% de déficit. À partir du moment où il dit « je ne veux plus augmenter les impôts », et ça, c'est clair que c'est un peu une rupture. Jusqu'alors, vous savez, il y avait des collectifs budgétaires dès qu'un nouveau pouvoir arrivait. On faisait des hausses d'impôts comme l'avait fait François Hollande en 2012, l'ISF, etc. Et on comblait les trous comme ça. C'est pour ça que la hausse de la CSG, on est moyennement chaud. Non, mais ce n'est pas une hausse de la CSG. La hausse de la CSG, ça compense une baisse de cotisation sociale. Oui, mais on aimerait en être sûr. Non, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est des vases communicants. On baisse d'un côté, on augmente de l'autre. Pour les salariés et pas pour les retraités, par exemple. Non, mais certains seront pénalisés. Oui, d'accord. Certains seront pénalisés. Mais si vous voulez, au niveau global macroéconomique, il n'y a pas de hausse d'impôts. Avec Hollande, dès qu'il est arrivé, tout de suite, hop, les impôts vont augmenter. Et donc, la rupture, c'est bien ça. On ne fait que des économies. Et évidemment, quand on ne fait que des économies, ça fait mal. Et quand on a un quart de ces dépenses qui sont liées à la masse salariale, ça fait mal pour les fonctionnaires. Effectivement, il faut voir comment ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils prévoient d'autre ? Parce que faire ces économies de rabot, on gèle le point. Bon, c'est pas comme ça qu'on gère des ressources humaines, plusieurs millions de fonctionnaires. Donc, il a aussi des plans pour essayer de mieux gérer la fonction publique, mieux la décentraliser. Donc, c'est en attendant les grandes mesures c'est-à-dire que pour qu'il y ait pas la marmite n'explose pas, on ne peut pas définitivement serrer la vis comme ça. On attend d'Emmanuel Macron, il a d'ailleurs annoncé des réformes de fond pour mieux gérer ses effectifs. Il y a 5 millions de fonctionnaires qui sont souvent gérés de façon assez militaire, très hiérarchisée, pas de prime au mérite. Donc on attend des choses, mais qui sont de plus long terme là-dedans. Oui. On ne peut pas en rester à ce genre de mesures punitives. Alors, mesures punitives, mesures symboliques, vous venez de nous dire, Thierry Fabre. Effectivement, on a presque envie de vous demander, Frédéric Delpech, alors à quoi elle sert cette mesure? C'est à part le signal peut-être dont vous nous parliez envoyé il y a un instant, mais parce qu'on avait cru comprendre, encore une fois, qu'à l'époque de François Hollande, souvenez-vous, c'était Maryse Lebranchu, donc ministre de la fonction publique à l'époque, qui parlait, qu'il s'agissait d'une mesure, ce jour de carence, une mesure injuste, inutile, inefficace et humiliante, disait la ministre de la fonction publique en 2014. Oui, alors ça s'expliquait aussi, il faut quand même faire la genèse, rappeler que le Parti socialiste était avec les fonctionnaires dans un vivier électoral très important. Donc là, c'était aussi une façon pour le gouvernement socialiste de montrer qu'il prenait en considération, bien évidemment, l'intérêt des fonctionnaires et qu'il se posait même dans leur défense, même si il y avait quand même un grand décalage sous le quinquennat de François Hollande entre le discours favorable aux fonctionnaires du gouvernement et la réalité des mesures qui n'étaient pas si favorables que ça en réalité aux fonctionnaires. Donc c'était plutôt un habillage. C'était là, en l'occurrence, de la part de Maryse Lebranchu, une forme d'habillage aussi de Maryse Lebranchu qui, il faut le rappeler, est plutôt dans l'aile gauche du Parti socialiste à l'époque, parce que maintenant tout ça n'a plus beaucoup de sens, mais à l'époque était plutôt à l'aile gauche du Parti socialiste, proche de Martine Aubry, et que donc effectivement pour elle la priorité en tant que ministre, en plus, c'était bien sûr de défendre les fonctionnaires. Donc c'était un autre contexte politique. Là aujourd'hui, il ne s'agit pas dans les arguments qui sont entendus de la part
part du gouvernement. Il ne s'agit pas du tout de parler de défense ou d'attaque des fonctionnaires. C'est pas là la question. La question, effectivement, de faire des économies et d'aller chercher un peu partout des économies. Et là, on est au début du processus. On va apprendre sans doute dans les prochaines semaines. Hier, on apprenait que l'État allait céder des actifs pour récupérer 10 milliards d'euros pour financer l'innovation. Aujourd'hui, c'est le jour de carence. Et puis la confirmation des 120 000 postes de fonctionnaires supprimés. Et puis, etc., etc. Et donc, ça va se décliner comme ça jusqu'à l'automne, au moment du budget 2018, où ces mesures doivent être inscrites dans le marbre. Donc, on le voit. C'est un processus qui ne fait que commencer, avec visiblement de la part du gouvernement la volonté de saucissonner les annonces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le package global annoncé par Édouard Philippe mardi lors de son discours politique général, mais maintenant, chaque ministre va distiller au compte-gouttes les mauvaises nouvelles, et elles vont être assez nombreuses. Mauvaises nouvelles, donc du retour du jour de carence pour les fonctionnaires qui ont l'impression, finalement, on les stigmatise. C'est ce qu'on appelle la politique de l'essuie-glace. Justement, ce qui avait été dit dans la campagne électorale, c'est qu'on arrêterait, vous voyez, avec ces mouvements où un gouvernement défait systématiquement ce qu'a fait le précédent. Je voudrais rappeler que cette décision s'ajoute au gel du point d'indice et que quand on dit les fonctionnaires en général, ce sont en fait les policiers qui nous protègent, les enseignants qui éduquent nos enfants, les agents des impôts qui luttent contre la fraude fiscale. Donc attention de ne pas être dans un systématisme de désigner, comme à la vindicte populaire, les agents de la fonction publique dont on a besoin pour faire tenir la France debout. Fabrice de Lépine, effectivement, on a l'impression, alors Delphine Batho parle de vindicte populaire, mais effectivement, on a l'impression avec les messages envoyés que les fonctionnaires, ils sont davantage malades que les autres, qui sont plus feignants. Ça les stigmatise forcément. Non, ça les stigmatise un peu, mais nous sommes tous conscients que nous avons besoin de fonctionnaires, que nous avons besoin de policiers, que les temps sont durs pour tout le monde, y compris pour les fonctionnaires. Mais je crois que la mesure là symbolique, c'est de dire il faut que la France se remette au travail. Je crois que c'est tout simplement ça, et qu'en fait, dans le privé, on travaille. C'est compliqué, il n'y a pas la garantie de l'emploi, on n'en a pas parlé depuis le début de ce débat, mais il ne faut pas oublier qu'un fonctionnaire a quand même la garantie de l'emploi à vie, ce qui paraît hallucinant pour un... Avec des salaires parfois moindres que dans la fonction Parfois, publique. Mais le SMIC est le même pour la fonction publique et pour le privé. Et donc, voilà, il est temps de remettre les choses en ordre de marche. Je crois que... Finalement, on marche un petit peu sur la tête avec nos déficits, notre dette en France. Et il faut des mesures symboliques aussi qui prouvent qu'on a envie de changer les choses et de retourner vers une norme plus classique en travail. Cette opposition publique-privée, elle est typiquement française ? Alors c'est un joli débat en France parce qu'on adore en France les statuts particuliers, et le statut de la fonction publique c'est quelque chose de très important et qui s'est développé alors que dans certains pays le statut est réservé à une minorité de fonctionnaires, policiers, militaires, et les agents publics ont un statut très comparable à celui du privé. Comme il y a ce statut qui concerne quand même 5 millions de personnes, du coup, des différences se sont développées, alors avec un certain nombre d'avantages, c'est clair. Alors, la philosophie d'Emmanuel Macron, c'est quand même d'essayer de rapprocher ces deux mondes, et notamment, on oublie la retraite, son projet de retraite qui est à long terme, mais c'est un peu la même chose. Parce qu'il veut faire un régime dit par points, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'avantages particuliers aux fonctionnaires, notamment dans le mode de calcul de la retraite. Il y aura des régimes spéciaux qui devraient être supprimés. Et là, ce sera beaucoup plus explosif que l'histoire du point d'indice. Mais l'idée, c'est de rapprocher ces deux mondes. Alors souvent, on fait des comparaisons en disant oui, il y a tel avantage pour les fonctionnaires, mais ils sont moins payés que dans le privé. Ça peut être vrai. Les conditions de travail sont plus dégradées dans certains secteurs. Ce que je disais, les hôpitaux, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe dans les hôpitaux. Il n'empêche, c'est difficilement justifiable d'avoir des conditions qui sont aussi différentes, puisque finalement, qui paye pour le jour de carence, c'est la sécurité sociale. Qui paye pour la retraite, c'est un système qui concerne tout le monde. Donc il n'est pas équitable, et c'est quand même une bonne direction de supprimer cette différence, voir après comment Emmanuel Macron peut le faire, et quelles oppositions il rencontrera. Oui, c'est ça, toujours la même question. Est-ce qu'on va pouvoir réformer ? Mais juste sur ça, cette opposition, ça veut dire que les messages envoyés, distillés les uns après les autres, vous avez parlé, Frédéric, il y a un instant du gel du point d'indice, de cet objectif confirmé de 120 000 postes supprimés dans la fonction publique, ce jour de carence, forcément, il y a
un message clair qui commence à être envoyé là, non ? Alors, il y a un message clair, mais on va comme rappeler aussi que ça figurait dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc, les Français ne sont pas pris en défaut et par surprise. Hein. Il suffisait de lire. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment, après, regarder dans le détail les programmes, mais personne ne le fait en réalité. Mais tout ça, effectivement, c'était affiché c'était annoncé et dit par Emmanuel Macron dans son projet. Donc, maintenant, personne ne peut faire mine de le découvrir. Mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, et ça depuis le début de la semaine, hein, d'ailleurs, qu'en ce début de quinquennat, quand les choses sérieuses commencent, maintenant que l'Assemblée nationale a été élue, que les députés se mettent au travail, que ce qui était plutôt les bonnes nouvelles pour les Français s'est repoussé à plus tard, hein, la suppression de la taxe d'habitation, ou par exemple pour les entreprises, la transformation du CICE en baisse de charge beaucoup plus directe et plus simple comme dispositif. Tout ça est repoussé un peu plus tard, on ne sait pas trop quand. Alors le CICE 2019, mais la taxe d'habitation, là, c'est pendant le quinquennat, donc c'est très très flou. Et qu'en revanche, tout de suite, maintenant, dès 2018, vont arriver les mesures plus coercitives de réduction des déficits et des mesures qui touchent beaucoup plus directement les Français dans leur quotidien. Parce que ce jour de carence, bien évidemment, ça touche forcément les fonctionnaires dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne. Ils vont réfléchir à 2 fois avant de déclarer un arrêt maladie, etc. Donc on le voit, il y a quand même, pour l'instant, une orientation qui est quand même en début de mandature assez surprenante, dans le sens où on a les mauvaises nouvelles, la hausse de la CSG, et par contre, les bonnes nouvelles, en tout cas, ce qui était présenté comme des bonnes nouvelles pendant la campagne, sont repoussées. Alors, c'est assez courageux, cela étant dit, parce que ça peut coûter cher en termes de popularité. C'est pas une mauvaise à Emmanuel nouvelle Macron. de rétablir l'équité entre le public non, mais et le privé. une mauvaise nouvelle. Les fonctionnaires n'ont pas forcément le même avis. Il y a 2 lectures. Il y a une lecture, effectivement, sur la question de l'équité, mais il y a aussi une autre lecture qui est la lecture de dispositifs qui sont un dispositif qui a été rétabli par un gouvernement précédent et qui est redétricoté, comme le disait Delphine Batho, par le gouvernement successif. Donc on a le sentiment que c'est effectivement une sorte de va-et-vient, et en fonction de l'orientation politique du gouvernement, on modifie cette variable d'ajustement, ce qui fait que ça crée quand même cette instabilité caractéristique en France, que ce soit pour les fonctionnaires d'ailleurs ou pour d'autres catégories. Mais pour venir pour le jour de carence, Fabrice Delépine, plus largement, est-ce que c'est juste 3 jours de carence ou même 1 jour de carence, quel que soit le privé ou le public, c'est juste ? Parce que ça part du principe qu'il y a un soupçon sur le salarié, forcément. Non, il n'y a pas de soupçon. Ça part du principe que est-ce que l'employeur doit payer son salarié même quand il ne travaille pas ? Donc il y a des choses qui existent quand on est malade à long terme, quand on devient invalide, quand il y a un accident du travail, des choses comme ça. Donc là, il est logique que l'entreprise et la société qui cotisent régulièrement tous les mois pour cela prennent en charge un certain nombre de choses. Mais 3 jours, c'est pas une vraie maladie pour vous, là ? Si, ça peut être une vraie maladie, mais c'est pas quand on a la grippe, on vient travailler. Ça paraît. Alors quand on a 42 fièvres, on vient pas travailler, mais on n'est pas payé. C'est un peu logique aussi. Si vous travaillez pas, vous n'êtes pas. Dans les entreprises, on dit maintenant, si vous avez la grippe, ne venez pas travailler pour pas contaminer Exactement. Mais vos collègues de travail. Le principe est assez simple, c'est de dire vous êtes payé si vous venez travailler. C'est quand même assez logique. Mais c'est comme les franchises de compagnies d'assurance, en fait, c'est la même chose. Quand vous avez un accident, vous avez 200 ou 300 euros de franchise. Le problème, on peut se demander pour le privé si 3 jours, c'est pas beaucoup trop. Ça, c'est un débat qu'on peut ouvrir. Parce que c'est vraiment un problème. À la limite, vous êtes malade et pendant 3 jours, vous n'êtes pas payé. Ça veut dire qu'une partie... La sécurité sociale ne vous couvre plus. Donc là, c'est peut-être le problème à régler, c'est de descendre le privé de 3 à 2 ou de 3 à 1. Peut-être. C'est parce que il y a effectivement, les grands groupes ont pris le relais, mais les petites entreprises ne payent pas. Et c'est le vrai scandale, c'est peut-être ça. C'est que des salariés malades dans des petites entreprises ne sont pas payés les premiers jours de leur maladie. Mais je vous rappelle aussi quand même que si nous avons des salariés, c'est pour qu'ils produisent et apportent des richesses. Mais ils peuvent être malades. Non, mais ils ont le droit d'être malades, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils paieraient ? Pourquoi ce serait à l'employeur de payer ? Non, c'est ça la collectivité. C'est la mais c'est pareil, cotiser des charges, du déficit. D'accord, mais la collectivité, la sécurité sociale, c'est pour faire face au risque de maladie. Quand vous êtes malade, qu'au bout du 3e jour, au fond de votre lit, vous dites « je suis au fond de mon lit, je ne suis pas payé », il y a un problème quand même. 3 jours, c'est peut-être beaucoup. Je serais assez d'accord pour qu'on aille à 2 jours, mais à ce moment-là, les fonctionnaires passent également à 2 jours. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit un jour comme les fonctionnaires. Alors du coup, mais alors c'est intéressant ce que vous disiez aussi sur la fonction publique et la vision qu'avait ce gouvernement de la fonction publique. Gérald Darmanin l'a dit hier. Il se dit attaché au statut, mais il faut de l'agilité. Un fonctionnaire qui souhaite quitter la fonction publique doit pouvoir le faire peut-être plus simplement. Là aussi, peut-être qu'il y a
un petit message envoyé, non ? De toute façon, très clairement, il va y avoir beaucoup de choses sur la table. Vous l'avez dit il y a un instant, il y a cette fin des régimes spéciaux également annoncée dans le programme d'Emmanuel Macron, qui est un chantier considérable. Dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe, on a aussi entendu parler, alors il y a l'aspect masse salariale, donc là on est dedans avec le jour de carence, entre autres, mais il y a aussi l'aspect périmètre des services publics. Visiblement, le gouvernement réfléchit à revoir le périmètre des services publics, c'est-à-dire peut-être le restreindre, parce qu'on comprend plutôt comme ça que dans l'autre sens, a priori. Et donc, tout ça va vers une profonde évolution. En tout cas, c'est clairement l'engagement d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas, là non plus, il n'y a pas de surprise véritable. L'engagement politique d'Emmanuel Macron était beaucoup plus vers un dosage libéral que vers un dosage socialiste, très clairement. Et donc, forcément, ça aura des conséquences sur la fonction publique. Alors, il y a beaucoup de chantiers qui vont s'ouvrir. Pour l'instant, on attend un peu d'y voir plus clair, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une des priorités du gouvernement. Et comment va réagir la fonction publique ? Nous sommes en ligne avec Mylène Jacot, bonjour, secrétaire générale de CFDT fonctionnaire. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'avec ce rétablissement du jour de carence, les fonctionnaires sont stigmatisés ? Oui, c'est un peu ce que nous avons regretté dès hier soir et d'ailleurs même dès la semaine dernière avec l'annonce du gel de la valeur du point d'indice. On peut partager en toute responsabilité la nécessité d'une maîtrise à la fois de la dette et aussi des dépenses publiques. Mais le choix qui est fait, en fait, de fonder des annonces qui se font d'ailleurs en dehors de tout dialogue social, en occultant la contribution des agents publics à la richesse nationale, nous semble assez stigmatisante, malheureusement. Alors, pour nous, en tout cas, à la CFDT Fonction publique, nous appelons à la fin des annonces qui semblent seulement inspirées par l'audit de la Cour des comptes pour bâtir une confiance absolument nécessaire pour qu'on puisse avancer sur un dialogue social qui soit construit et aussi transparent. Et sinon, parce que vous parlez presque de rupture de confiance là visiblement, sinon qu'est-ce que vous pensez faire ? Vous restez vigilant et après ? Non, on n'est pas sur une rupture de confiance, on dit simplement attention. Voilà. On rencontre le ministre ce lundi pour le premier conseil commun de la fonction publique. Pour notre part, on va s'attacher lors de ce conseil commun à poursuivre le travail qu'il a souhaité engager dès le 23 mai et un travail qui devra déboucher sur un agenda social partagé entre les partenaires sociaux et le ministre en charge de la fonction publique. Merci beaucoup Mylène Jacot d'avoir réagi en direct sur LCI. Thierry Fabre, effectivement, on les voit quand même un petit peu contents. Le problème de ce type de mesure, c'est que c'est une mesure uniforme qui s'applique aux 5 millions de fonctionnaires, comme le gel du point d'indice, et que la gestion de la fonction publique, elle est souvent uniforme. Elle ne prend pas en compte les difficultés. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont des conditions de travail difficiles. L'école, par exemple, aller enseigner dans un collège ou un lycée dans les zones prioritaires. Souvent, c'est très difficile et les fonctionnaires qui sont sur le front, souvent, n'ont pas de bonus par rapport aux autres. La gestion est souvent uniforme. Vous voyez, la réforme de l'école de Macron, justement, il veut essayer de donner un bonus financier à ceux qui vont vraiment là où c'est extrêmement difficile. Pour ceux qui sont en difficulté, avoir une telle nouvelle, évidemment que c'est un mauvais signal. Et le problème de la gestion de la fonction publique, c'est que souvent, c'est uniforme. C'est-à-dire qu'on ne récompense pas plus ceux qui galèrent dans leur travail, et alors que les mesures s'appliquent à tous. Et s'il y avait une gestion plus différenciée, évidemment, ce serait un vrai progrès pour tous. Vous vous rendez compte, 5 millions, c'est comme si on gérait une entreprise de 5 millions de personnes de façon un peu homogène, avec les mêmes règles, le même statut. Nous avons parfois l'impression qu'on nivelle par le bas, vous comprenez ? Et je pense que sur les 5 millions de fonctionnaires, il y en a 4 500 000 qui sont formidables et qui travaillent. Seulement, on a l'impression, nous, du privé, que pour 500 000, je ne veux pas changer les choses. Et c'est un peu dommage. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de LCI. Restez avec nous. Vous avez tout de suite rendez-vous avec le grand journal de la rédaction présenté par Pascal Huot.